Conakry, 31 juillet 2017, au sommaire de cette édition, célébration du 55e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes à Conakry. L'OPF salue les efforts du président Alpha Condé pour la promotion de la femme et emploi jeune. L'impact de l'exploitation artisanale de l'or sur l'environnement, la question préoccupe les acteurs du secteur des mines. Il s'agit de prendre des mesures pour contrer ce phénomène. Et puis fini, les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le conteur guinéen Moussa Doumbouya Petit Tonton rentre au bercail avec la médaille d'argent. Il a séduit et fasciné le monde de la francophonie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un décret du président de la République. Décret D 2017-201 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à l'Union du fleuve Mano. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2012-121 PRG-SGG du 20 avril 2016, portant attribution et organisation du ministère du Plan et de la Coopération internationale, décrète. Article 1er. Monsieur Mamadi Joumessi, économiste en service au ministère du Budget, matricule 201-984L, est nommé secrétaire général adjoint chargé de l'administration et des finances de l'Union du fleuve Mano. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 31 juillet 2017, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Et puis cet important communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a eu une séance de travail avec ses collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016. Elle a tenu à rappeler à chacun qu'il tient à ce que tous les engagements soient respectés et dans les délais convenus, comme il s'y était engagé solennellement. S'il se félicite des progrès enregistrés à ce jour et déplore aussi certaines difficultés qui n'ont pas permis de réaliser les actions prévues aux dates convenues. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a renouvelé son engagement et sa volonté de veiller à l'application intégrale de toutes les dispositions de l'accord. Il exhorte toutes les institutions concernées à faire preuve de diligence et dans le respect des engagements. Il invite la CENI en particulier, à prendre les mesures nécessaires pour l'organisation des élections locales dans les meilleurs délais. À cet effet, la CENI est invitée à proposer au gouvernement et aux partis politiques un chronogramme ainsi qu'à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'appel d'offres relatif à l'audit du fichier pour les échéances à venir. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, demande aux membres du comité de suivi du dialogue politique de poursuivre les travaux avec plus d'abnégation et de responsabilité. Il instruit au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, président du cadre de suivi du dialogue, de veiller à la tenue régulière de toutes les sessions et à la présence effective de tous les membres. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, soucieux de préserver la paix sociale, l'unité nationale et de garantir les droits et les libertés des citoyens, réitère son appel au dialogue et à la concertation pour résoudre tous les problèmes qui se posent à la nation. Conakry, le 31 juillet 2017, le bureau de presse de la présidence de la République. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a présidé ce lundi à Conakry la 55e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. La cérémonie a mobilisé des délégués venus de plusieurs pays africains. C'est une initiative du ministère de l'Action sociale en collaboration avec le département femmes et genre de l'Union africaine. Mais quels sont les enjeux de cette célébration à Conakry? Le point avec Mohamed Amin Souba. La salle des fêtes du Palais du Peuple de Conakry aux couleurs de l'Organisation panafricaine des femmes pour la célébration du 55e anniversaire de sa création le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Cet événement célèbre le combat de la femme africaine. Une commémoration placée sous la présidence du chef de l'État, président
en exercice de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé, vivement ovationné à son arrivée, comme pour magnifier ses innovations à la tête de l'Union africaine. Ce 55e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes est organisé par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance en collaboration avec le département Femmes et Genre de l'Union africaine. Mais pourquoi le choix de Conakry? Nous n'avons pas choisi la Guinée par hasard. Les destinées de l'Afrique se trouvent aujourd'hui dans les mains d'un leader expérimenté et engagé pour la cause de l'Afrique. Je veux nommer ici le professeur Alpha Condé, président de la République et président de l'Union africaine. Mes hommages, président. Fondé en 1962 avec la participation active de la Guinée à travers la feu Hadja Jeanne-Martin Cissé, qui en fut la première présidente de l'OPF, nous avons trouvé opportun de célébrer son 55e anniversaire sur le sol guinéen, ma Guinée natale. Et ce qui coïncide également à la décision historique de l'Union africaine à transformer en agence spécialisée ce janvier 2017, lors de la passation, mais également de l'inauguration du président Alpha Condé comme président de l'Union africaine, lors de son entrée en fonction à l'Union africaine. Son Excellence Moussa Faki Mahamat, permettez-moi de remercier à travers lui son Excellence professeur président Alpha Condé de la République de Guinée et président de l'Union africaine pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à notre délégation, mais aussi pour avoir pris un pas très décisif cette année. En effet, le président Alpha Condé a nommé, en la qualité du président Nana Akufo-Addo, le leader genre pour l'Afrique. Ainsi, le président Alpha Condé s'est assuré que les questions de genre sont prises en compte au plus haut niveau de l'Union africaine. Bien sûr, ceci n'est nullement pas étonnant, car depuis son entrée en fonction comme président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé n'a cessé de mettre en avant dans tous ses discours, et j'en suis témoin, la question, la cause de la femme. La décision de l'Union africaine de transformer l'OPF en agence spécialisée est celle qui nous motive aujourd'hui et à travers le continent et notre chère Guinée à avoir conduit des ateliers de réflexion pendant ces derniers jours. Mais ce n'est pas un hasard, car cette décision si importante a été prise en janvier dernier lors de l'inauguration du professeur Alpha Condé comme président en exercice de l'Union africaine. Nous vous remercions. Les nouvelles ambitions qui dorénavant vont motiver l'OPF ont été discutées pendant ces 2 derniers jours en vue d'une transformation de l'Afrique. Merci pour cette forte mobilisation. Le combat continue. Le champ est très long. Les questions de mutilation génitale féminine, le mariage précoce, le président en fait un slogan. Mais le combat nous revient, nous les femmes. Pour prouver au président de la République qu'il ne s'est pas trompé en nommant 2 femmes à la tête de 2 institutions républicaines, 7 femmes au poste ministériel très important, des femmes chefs de cabinet et secrétaires généraux, des femmes directrices générales et directrices nationales. Nous devons continuer à lui dire qu'il peut nous faire encore confiance. Dans son discours, le président Alpha Condé a rappelé que l'Union africaine fait de l'autonomisation de la femme son fer de lance pour la lutte contre la pauvreté en Afrique. Il a aussi rappelé que la promotion de l'emploi jeune et la lutte contre les mutilations génitales féminines constituent 2 préoccupations majeures de l'Union africaine. Aragon disait que la femme c'est l'autre moitié du ciel et que sans sa moitié le ciel n'existe pas. Et quant au chanteur Jean Ferrat, il disait que la femme est l'avenir du monde, ce qui est une réalité. Donc d'abord vous souhaiter bon anniversaire.
L'Union africaine a deux préoccupations, l'autonomisation de la femme et l'emploi jeune. Malheureusement, lorsque nous avons adopté comme thème à Malabo l'autonomisation de la femme, l'Union africaine n'était pas encore bien organisée parce que c'est l'époque où nous prenions beaucoup de résolutions sans suite. C'est pourquoi nous avons décidé de changer le fonctionnement de l'Union africaine et lors du sommet l'année dernière de Kigali, le président Kagame qui était chargé de nous proposer des réformes, une des réformes que nous avons faites, c'est que désormais nous ne prenons pas des résolutions qui n'ont pas de suite. Et que désormais, si nous prenons des résolutions, il faut que le sommet de J soit un sommet de contrôle. Ce qui s'est fait cette année pour les jeunes, où nous avons fait le forum des jeunes en N'Djamena, et ensuite le président Idriss Déby nous a fait le point. Donc, mais nous avons rattrapé ce retard en créant une agence en janvier dernier, afin que l'autonomisation de la femme soit une réalité. En dehors des problèmes auxquels les femmes du monde sont confrontées, la femme africaine est confrontée à deux problèmes supplémentaires. Le premier, c'est le mariage précoce des jeunes filles. C'est pourquoi nous avons chargé le président de Zambie, Lungue, de ce dossier, afin que nous puissions mettre fin au mariage précoce des jeunes filles, qui a deux inconvénients. D'abord, ça déforme la femme quand on la marie à 14 ou 15 ans. Ensuite, ça l'empêche d'étudier. Le deuxième problème auquel les femmes africaines sont confrontées spécifiquement, c'est l'excision. Et je pense que dans ces deux domaines, la Guinée a encore beaucoup de pas à franchir, car les mariages précoces sont très fréquents. Lorsque je faisais mes tournées dans les sous-préfectures, j'étais frappé de voir des jeunes filles avec des enfants dans le dos. C'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré les imams ici, je les ai interpellés, parce que ces mariages ne seront pas à la mairie, mais c'est au niveau des imams. Et très souvent, c'est les imams eux-mêmes qui épousent ces petites filles. Le deuxième, c'est l'excision. Et je pense que les femmes guinéennes doivent réellement se mobiliser pour combattre, mais en tout cas qui sont une préoccupation de mon gouvernement. Mais c'est d'abord la bataille des femmes, même si c'est notre bataille à tous, mais c'est d'abord la bataille des femmes. Et les femmes guinéennes doivent savoir que la Guinée est mal classée en ce qui concerne ces deux fléaux, c'est-à-dire le mariage précoce et l'excision. Donc j'espère que la ministre des Affaires sociales et des autres, et les femmes qui sont au gouvernement, se mobiliseront avec toutes les femmes guinéennes. Il est extrêmement important l'autonomisation de la femme. Pourquoi? Parce que l'autonomisation de la femme commence d'abord par l'indépendance économique. Donc permettre aux femmes d'avoir des activités qui les rendent autonomes et indépendantes, de leur permettre de se marier selon leur volonté, non pas d'être mariés parce que le mariage est un moyen de subsistance. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous réussissions ce challenge. Il est vrai que cela n'est pas facile, mais l'Union africaine a décidé de prendre ses responsabilités. La première chose, nous voulons désormais que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Parce que très souvent, c'est les interventions étrangères qui sont la cause de la plupart des problèmes que nous connaissons. Et aussi, l'Afrique est le continent le moins pollueur, mais c'est le continent qui subit le plus la pollution. Si vous voyez aujourd'hui, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Mais les conséquences du changement climatique entraînent aussi le terrorisme, entraînent la pauvreté. Donc, notre bataille aujourd'hui, c'est comment vaincre la pauvreté en Afrique. Parce que nous voyons aujourd'hui nos enfants qui, par désespoir et qui pensent trouver le paradis en Occident, ou se perdent dans le désert de la Libye, ou meurent dans les eaux de la Méditerranée. Ce qui n'est pas une fierté pour nous. Donc, notre bataille, c'est comment faire en sorte que ces jeunes restent en Afrique. Parce que très souvent, bien sûr, nous sommes tous peinés quand ces jeunes meurent, mais surtout les femmes, parce que c'est celles qui souffrent pour les mettre au monde. Donc, nous avons engagé une bataille qui est d'abord l'énergie.
car 7 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'énergie. Or, sans l'énergie, on ne peut pas développer un pays. Nous sommes heureux qu'au COP21, nos partenaires nous aient écoutés et qu'aujourd'hui, nous avons lancé le programme de l'énergie renouvelable. C'est grâce à l'énergie que nous pouvons transformer nos primaires agricoles et industriels et trouver du travail pour les jeunes afin qu'ils n'immigrent plus. Mais c'est vrai aussi, comme Mme Merkel nous l'a rappelé, les chefs d'État africains aussi ont leurs responsabilités. Car si nous pouvons reprocher à nos partenaires d'être responsables de l'état de l'Afrique dans un premier temps par l'esclavage, parce que l'esclavage, en vidant l'Afrique de ses forces vives, n'a pas permis à l'Afrique d'être au rendez-vous de la première révolution industrielle, comme l'Occident. C'est pourquoi aujourd'hui, cette deuxième forme d'esclavage qui est l'immigration, parce que l'immigration prive l'Afrique des forces vives, nous voulons y mettre fin. Donc, ceux qui ont contribué à retarder l'Afrique ont l'obligation de nous accompagner aujourd'hui. Mais nous aussi, nous avons une responsabilité. C'est la justice sociale. Car si les gouvernements africains gèrent le pays au profit d'une minorité et non pas au profit des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les jeunes, il est évident que les jeunes continuent à émigrer et les femmes n'auront pas l'autonomie. C'est pourquoi, tout en parlant franchement à nos partenaires, nous sommes obligés maintenant de nous parler franchement entre nous, c'est-à-dire nous ne devons plus être un syndicat des chefs d'État, nous devons être responsables et nourrir les cas de vérité pour savoir ce qui ne va pas dans la gestion de nos pays, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme. Donc, nous ne voulons plus une langue de bois, nous voulons désormais mettre la main sur toutes les tables. Mais nous avons aussi interpellé l'Occident parce qu'ils ont une grande responsabilité dans le retard de l'Afrique. Parce que si, après l'esclavage, il y a eu la colonisation, le commerce injuste et le fait que nos pays ont été condamnés à être des exportateurs de matières premières, non pas de produits finis. Mais, je vous assure, les choses changent, l'Afrique change. D'abord, l'Union africaine parle d'une seule voix. Cela est extrêmement important. Ça s'est vu à Genève. Il y avait plusieurs candidats pour l'Organisation mondiale de la santé. Mais comme l'Afrique s'est comportée comme un seul homme, nous avons réussi à faire élire le candidat de l'Éthiopie. C'est pour la première fois qu'un Africain occupe ce poste. Mais c'est notre volonté aussi de le faire désormais pour tous les postes. Aussi, l'Afrique parle d'une seule voix. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu le conflit du Golfe de nos frères, parce que nous sommes tous membres de l'OCI, beaucoup de pays africains sont membres de l'OCI, nous avons estimé que si nous devons combattre le terrorisme, parce que l'Afrique souffre beaucoup du terrorisme, si nous devons combattre toute forme de financement du terrorisme, le rôle de l'Afrique était d'accompagner le Koweït afin que nos frères s'assoient d'une table pour trouver des solutions entre frères, parce que nous sommes tous membres de l'OCI. Donc il est extrêmement important que l'Afrique n'en parle d'une seule voix. C'est pourquoi j'ai innové en désignant des champions pour qu'un chef d'État soit chargé d'un dossier et que lui seul parle au nom de l'Afrique. C'est ainsi le cas de notre frère du Ghana, qui est chargé du genre et qui est le seul qui parle au nom de l'Afrique. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous prenons à bras le corps le problème des femmes et des jeunes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais nous avons encore beaucoup de retard. C'est surtout la participation des femmes aux responsabilités en Afrique. Nous avons fait un peu de progrès en mettant des femmes à des postes qui traditionnellement sont réservés aux hommes, comme les travaux publics, ou l'agriculture, ou les finances, etc. Mais il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes fiers aussi parce que les 2 femmes que nous avons mis à la tête du port ne nous ont pas fait regretter. Parce qu'aujourd'hui, une gestion qui nous rassure. J'ai toujours dit que les femmes gèrent mieux que les hommes parce que la femme a plus de scrupules parce qu'elle pense à ses enfants et de tout nous moins. C'est pourquoi nous voulons mettre les femmes au poste où il y a l'argent. Parce que si on met des hommes là-bas. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'arrive pas aussi que les femmes aussi se trompent et agissent comme les hommes. Donc, si nous voulons faire la promotion des femmes, nous voulons aussi que les femmes pensent à leurs enfants, pensent à l'avenir du pays et que là où elles sont, qu'elles gèrent pour que les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, tirent le maximum de bénéfices. Donc, nous allons vous accompagner.
nous allons faire en sorte que l'Afrique soit l'avenir du monde. Pourquoi? Hier, nous avons, comme la Chine et l'Asie du Sud-Est, une main-d'œuvre pas chère. Mais ils avaient l'avantage sur nous, ils maîtrisaient de nouvelles technologies. Ils maîtrisaient le savoir. C'est pourquoi la Chine était le marché du monde. Aujourd'hui, nous avons encore une main-d'œuvre pas chère, mais nous avons l'avantage aussi d'avoir maintenant maîtrisé le savoir. Si vous prenez de nouvelles technologies, les jeunes Africains n'ont rien à envier à l'Occident. La plupart des jeunes Africains aujourd'hui savent aller sur Internet, savent manipuler l'ordinateur. Donc, avec l'énergie et l'industrialisation, l'Afrique va devenir le marché du monde. Car nous ne sommes pas loin de l'Europe. Si nous fabriquons des produits finis, l'Europe sera un grand marché d'hommes. Et l'Europe et l'Afrique ont intérêt à travailler ensemble pour cela parce que nous, en industrialisation de nos pays, nous mettons fin à l'immigration. Mais l'Europe aussi aura accès à des produits à un coût moins cher parce que l'Afrique est plus proche de l'Europe que la Chine. Voilà donc le partenariat que nous avons proposé à tant au G7 en Italie qu'au G20 à Hambourg à nos partenaires. Donc j'espère que nous serons entendus. Mais la responsabilité première d'abord, c'est nous les Africains. Car nous devons nous respecter, nous devons nous faire respecter. Mais pour se faire respecter, il faut d'abord se respecter. C'est pourquoi nous avons fait le changement au niveau de l'Union africaine, car lorsque vous êtes financé par quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas autonome. L'Union africaine était financée pour l'essentiel par l'Union européenne. C'est pourquoi nous avons décidé depuis Kigali d'affecter 0,2% des importations au financement de l'Union africaine, afin que le financement de l'Union africaine soit assuré par nous-mêmes. La première façon pour être considérée, c'est d'avoir son autonomie financière. Et c'est cette voie que nous allons. Je souhaite donc bon anniversaire aux femmes et j'espère que les femmes guinéennes vont se mobiliser pour lutter contre ces deux fléaux qui sont le mariage précoce et l'excision. Ce 55e anniversaire de la création de l'Organisation panafricaine des femmes est une tribune pour rendre hommage aux femmes qui se sont illustrées par leur héroïsme, au nombre desquelles Feu Jean-Martin Cissé, Myriam Makeba et Madame Kossa Zana de Lamine Zouma, entre autres. D'où le choix du célèbre orchestre Les Amazones de Guinée, créé en 1961 pour assurer l'animation de la salle des fêtes du Palais du Peuple de Conakry. Voilà, le 55e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes célébré ce lundi au Palais du Peuple ici à Conakry. Les femmes apprécient l'engagement du chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, à la cause féminine. Le programme de reconstruction de la voirie urbaine de Conakry est en cours. Les travaux de réhabilitation du rond-point de Matoto avancent à la satisfaction des usagers de la route. Les techniciens du ministère des Travaux publics apprécient la qualité de l'ouvrage. Les travaux dureront 2 mois. Notre reporter Aboubakar Junior Kama est allé visiter ce chantier. Regardez. Le chantier de reconstruction du rond-point de Matoto avance à pas de géant. L'heure est au coulage de la chaussée avec le béton armé contigu. Cette nouvelle expérience devrait permettre de garantir les travaux de ce rond-point après plusieurs tentatives de réparation. Le premier constat, c'est que le rond-point de Matoto est un carrefour giratoire, où pratiquement tous les gros porteurs y passent et sur l'effet des forces de cisaillement, les interventions ne perduraient pas, ne duraient pas. On avait l'impression qu'il y avait des remontées capillaires qui s'effectuaient au niveau de ce rond-point parce qu'à chaque fois qu'il y avait des interventions, donc le bébé ne parvenait pas à tenir. La couche de fondation et la couche de bail n'étaient pas adaptées au type de trafic. C'est ainsi que la décision a été prise pour qu'on puisse expérimenter ce qu'on appelle le béton rigide. Et c'est sur cette variante que nous sommes. Et je pense que c'est un projet test qui va vraiment durer longtemps. Les cadres du département des travaux publics se réjouissent du déroulement des travaux, tout en exhortant l'entreprise au respect du délai contractuel de 2 mois. Ce rond-point de Matoto nous a créé énormément de problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons constaté que chaque fois le travail se fait, mais ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Ce n'est pas parce que le travail ne se fait pas dans les règles de l'art, mais le rond-point n'est pas exploité dans les conditions normales. La zone n'est pas assainie. Tous les caniveaux, vous voyez, les caniveaux n'existent plus. Ça a disparu parce que les gens continuent à jeter des ordures dans les caniveaux
et l'écoulement des eaux avec le transport des solides, tous les caniveaux sont bouchés. Et quand les caniveaux sont bouchés, l'eau n'a plus où aller, ça reste sur la chaussée. C'est ce qui dégrade complètement ce rond-point. Donc c'est un sérieux problème d'assainissement. Avec un flux important de circulation, le rond-point de Matoto est l'un des plus animés de Conakry. Son aménagement va permettre de rendre la circulation plus fluide et réduire les énormes embouteillages observés à ce niveau. Parallèlement, un programme de sensibilisation est mené pour la préservation de ces travaux contre l'action de l'homme. L'exploitation artisanale de l'or et du diamant mobilise plus de 2000 personnes et touche de façon directe ou indirecte plus d'1 million de Guinéens. Mais cette activité séculaire joue négativement sur l'environnement. Le sujet a fait l'objet de débats à Conakry. La rencontre a regroupé pendant 2 jours les acteurs du secteur minier et des professionnels de l'environnement. Mamadou Alpha Baldé signe ce reportage. Plus de 200 000 personnes travaillent dans l'exploitation artisanale de l'or. Une activité de premier choix en Haute-Guinée. Sur près de 223 000 mineurs répertoriés, 77% ont moins de 18 ans. Au-delà, s'ajoute la déforestation à outrance, la dégradation de terres cultivables et des conflits liés à l'attribution des parcelles. C'est le résultat d'une enquête menée par le CECID, Géomine et Levin Source. Alors l'une des recommandations aussi a été au niveau de la production. Et quand vous prenez le secteur ou le sous-secteur des diamants, alors la courbe de la production de diamants chute en Guinée. Nous avons quitté en espace de 5 ans de 250 000 carats à 100 000 carats. Donc, quelle est la raison? Et c'est là où aussi l'étude a proposé que le gouvernement doit alors renforcer la prospection pour mettre à la disposition des acteurs artisanaux des zones qui sont potentiellement risques, au lieu de faire la prospection de manière hasardeuse qui a un impact négatif sur l'environnement et sur le plan social. Et une autre catégorie de recommandations, c'est au niveau de le manque à gagner. Et nous avons démontré que l'État perd assez de milliards dans les 2 secteurs, notamment au niveau de la suppression ou la suspension de la taxe à l'exportation sur l'or. Durant 2 jours, l'ensemble des acteurs de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant ont passé en revue l'ensemble des difficultés et conséquences liées à l'exploitation artisanale de l'or et du diamant en Guinée. Tels que les comptoirs qui se trouvent à Conakry actuellement, ce sont eux qui se déplacent d'aller faire le travail des collecteurs à l'intérieur du pays. Donc on a signalé ça. Et puis la parcellisation, là où se trouve de l'or, si on signale ça, ils n'ont qu'à essayer de nous donner. Si on nous donne des parcelles qui n'ont pas de l'or, je crois personne ne va acheter. Et si ce n'est pas acheté, donc l'évolution du travail, ça ne va pas continuer. Les recommandations sont déjà prises en compte, la parcellisation a déjà commencé et aussi beaucoup d'autres activités comme l'accompagnement des orpailleurs. Vous avez vu les orpailleurs eux-mêmes dire que le dollar est en train de baisser et que les orpailleurs sont contents, ils travaillent maintenant dans des conditions de sécurité. Donc, les autres recommandations qui vont s'ajouter à ce qui était déjà disponible au département vont tout servir pour que ces réformes réussissent conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, tous s'accordent sur la nécessité de renforcer et de poursuivre les réformes dans l'exploitation artisanale de l'or et du diamant. Volet santé de cette édition, la prévention de la transmission du VIH et des infections transmissibles dans les zones minières de Siguiri est une préoccupation de la SAG et ses partenaires. La société vient d'engager une campagne de dépistage et de sensibilisation dans les localités de Kintinya, Bukaria et Balato. Voici le reportage de Fodé Bangali Fofala et Sori de Kera. La préfecture de Siguiri est l'un des plus grands pôles de concentration humaine de la Guinée. Les populations à la recherche de l'or arrivent de tous les horizons. Pour minimiser les risques de propagation des maladies virales dans les mines, cette campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH et autres infections sexuellement transmissibles est lancée. On a mené
des campagnes de sensibilisation dans 3 villages et réellement ça a été une réussite. C'est une première et nous souhaitons continuer cette œuvre, en tout cas pour les mois, voire les années à venir, pour que nous puissions vaincre ce fléau qui est le sida. Pendant 3 jours, cette campagne a permis de prélever 430 personnes dont l'âge varie entre 10 et 50 ans. Au terme du dépistage, les cas suspects du VIH sont référés à l'hôpital de la SAG pour la confirmation. Quant aux cas d'infection sexuellement transmissible, les conseils pratiques sont donnés sur la prise en charge, mais aussi sur les moyens de prévention. Je me suis fait dépister, on me dit que je n'ai aucun problème. Nous encourageons une telle campagne, car il y a beaucoup de personnes dans les mines. Elle nous permet d'éviter les maladies transmissibles. À l'instar des autres zones minières du pays, Sigiri affiche l'un des taux de prévalence les plus élevés du VIH dans le pays. La poursuite de telles initiatives pourrait infléchir la tendance et permettre à chaque citoyen de connaître son statut sérologique et adopter des comportements responsables dans la vie. Le 8e jeu de la francophonie a pris fin en Côte d'Ivoire. Le Guinéen Moussa Doumbouya, petit tonton, n'est pas rentré au pays réduire. Il a remporté la médaille d'argent en conte. Ce comédien a séduit le monde de la francophonie à Abidjan par sa maîtrise de l'art de conte. Notre reporter Moussa Mikini Kamara a recueilli ses sentiments à l'aéroport de Conakry, Bessia. Je suis heureux, je suis très heureux que ce soit la culture qui remporte la toute première médaille de l'histoire de la Guinée aux Jeux de la francophonie. Je suis vraiment très heureux. Je demande à tous les artistes de travailler, seul le travail paye. On a vu, il y a eu des gens avant moi qui ont remporté des prix au nom de la Guinée. Il y a eu les frères Silla, il y a eu Soulbanks, il y a eu Akimba, le prix théâtre RFI, et aujourd'hui c'est moi. Demain c'est quelqu'un d'autre, après demain c'est un autre artiste. Donc c'est de travailler, seul le travail peut nous apporter cela. Merci petit tonton. Très bouillant et sympathique, Mamadi Koma, journaliste reporter à la RTG Boulviné, a tiré sa révérence samedi à l'hôpital de Donka des suites de maladies. Et chapeau pour les intimes, était un reporter qui était sur tous les fronts. Il était très aimé par ses collaborateurs. Le film de la cérémonie avec Kerfa Lakama. Le décès de Mamadi Koman est un coup dur pour la famille éplorée. Jusque-là, reporter à la RTG, Koman est décédé à l'âge de 36 ans des suites de maladies à l'hôpital Donka. Avec sa gentillesse, il a toujours aimé et aidé la famille. Il était parmi nous, ailleurs comme ici. Donc, je le vois. Et puis, son deuxième fils porte mon nom. Un hommage dû à son rang lui a été rendu. Ses confrères se souviennent encore de l'homme. Il me disait ceci, mon ami, il ne faut pas croiser les bras. Les épreuves de la vie ne sont pas destinées à nous briser, mais à nous rendre plus forts. Battons-nous pour la cause de la vie. Une personne qui était affable, qui avait du temps pour tout le monde, un mot pour tout le monde, et toujours avec des initiatives. C'est surtout ce que je retiens. Un travailleur qui aimait bien ce métier, il avait de la passion pour ce métier. Après la prière de 14 h à la mosquée de Dabondi 3, Mamadi Koman a rejoint sa dernière demeure au cimetière d'Abondi en laissant derrière une veuve et 3 enfants. Mamadi Koma, dors en paix, que la terre te soit légère. Nous revenons sur ce communiqué avant de refermer cette édition, communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a eu une séance de travail avec ses collaborateurs impliqués dans la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016. Il a tenu à rappeler à chacun qu'il tient à ce que tous les engagements soient respectés et dans les délais convenus, comme il s'y était engagé solennellement. S'il se félicite des progrès enregistrés à ce jour, il déplore aussi certaines difficultés qui n'ont pas permis de réaliser les actions prévues aux dates convenues.
Le président de la République, professeur Alpha Condé, a renouvelé son engagement et sa volonté de veiller à l'application intégrale de toutes les dispositions de l'accord. Il exhorte toutes les institutions concernées à faire preuve de diligence dans le respect des engagements. Elle invite la CENI en particulier à prendre les mesures nécessaires pour l'organisation des élections locales dans les meilleurs délais. À cet effet, la CENI est invitée à proposer au gouvernement et aux partis politiques un chronogramme ainsi qu'à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'appel d'offres relatif à l'audit du fichier pour les échéances à venir. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, demande aux membres du comité de suivi du dialogue politique de poursuivre leurs travaux avec plus d'abnégation et de responsabilité. Il instruit au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, président du cadre de suivi du dialogue, de veiller à la tenue régulière de toutes les sessions et à la présence effective de tous les membres. Le chef de l'État, soucieux de préserver la paix sociale, l'unité nationale et de garantir les droits et les libertés des citoyens, réitère son engagement et son appel au dialogue et à la concertation pour résoudre les problèmes qui se posent à la nation. Conakry, le 31 juillet 2017, le bureau de presse de la présidence de la République. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain. La maison EDF, le leader de l'électroménager en Guinée. Distributeur exclusif de la marque Sany en provenance de la